Lacan, nous et le réel, 30e séance. Vous écoutez? Oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Ça va? J'ai fait état dernièrement et de manière répétée de la notion de discours dominant. Ce discours dominant, vous le savez maintenant puisque vous avez suivi les séminaires précédents, c'est ce qu'on appelle le discours capitaliste, qui lui n'est pas un discours au sens lacanien du terme puisqu'il ne fait pas un lien social, mais qui est essentiellement soutenu, qui se soutient de ce qui s'appelle le discours universitaire. Et là, nous sommes donc dans une acception du discours lacanienne, c'est-à-dire un discours qui fait lien social. Donc, ce qui est un peu, disons, on ne va pas dire inquiétant, parce que nous ne sommes pas vraiment inquiets, nous ne sommes pas de nature inquiète, hein, mais en tout cas, un des symptômes que nous repérons en ce moment, c'est la prégnance du discours dominant. Au point où, par exemple, j'ai été alerté par des amis récemment, par exemple, il y a une femme qui s'appelle Sylviane Agacinski, qui est l'ex-femme de Jacques Derrida, et ensuite c'était la femme de Lionel Jospin, qui devait faire un congrès ou un colloque quelque part pour alerter sur les dérives possibles de ce qu'on appelle la GPA, gestation pour autrui. Et bon, Sylviane Agacinski, c'est pas quelqu'un qui est a priori provocateur ou dans une approche non réfléchie de ce qu'elle va dire. Eh bien, son congrès a été interdit. C'est-à-dire des groupes de pression ont fait qu'elle ne puisse pas prendre la parole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une femme qui est philosophe en exercice et qui ne peut pas parler d'un sujet qui est devenu tabou. Il est impossible de parler aujourd'hui de GPA, par exemple, pour quelqu'un qui n'est pas suspecté d'être, par exemple, d'extrême droite, Sylviane Agacinski. Alors, on peut dire que la première partie, là, c'est vraiment le discours dominant, c'est vraiment les gens qui sont au pouvoir partout dans le monde, et qui produisent donc des textes et des lois qui passent partout dans le monde, et donc on peut dire que là on est vraiment dans le discours dominant, on comprend ce que ça veut dire, ça domine, il y a pas, mais ça domine au point où il n'y a même plus de discussion. Alors là on est du côté, disons, de la République en marche, pour l'appeler du nom du gouvernement au pouvoir en France, et puis de l'autre côté, alors il y a des journalistes qui font ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire essentiellement faire du buzz autour d'eux et de leurs livres pour les vendre. Et donc vous avez un journaliste qui, paraît-il, enfin moi j'écoute pas ces choses-là, mais qui, paraît-il, est très connu et honni, par exemple, par ceux de l'opposition actuelle, qui s'appelle la France Insoumise, FI, et donc qui, eux, ont sommé une chaîne d'information de ne plus donner la parole à ce journaliste-là, qui est un, je ne sais pas comment on appelle ça, un éditorialiste à scandale, un pamphlétaire, et donc de ne plus lui donner la parole, ou alors aucun des orateurs, c'est le mot utilisé dans le communiqué de presse, de la France Insoumise ne se produira dans cette émission. Donc ça veut dire que là où nous sommes censés être dans ce qu'on appelle la liberté d'expression,
on dirait quand même qu'il y en a de moins en moins, hein, puisque vous avez d'un côté un philosophe en exercice qui ne peut pas tenir son congrès, de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui tient des propos certes provocateurs, mais malgré tout, c'est le jeu de la démocratie. Hein. Je vous rappelle qu'en Grèce antique, justement, le lieu de la fondation de la démocratie, toutes les opinions devaient avoir lieu sur l'agora, puisque c'était la condition même de la possibilité démocratique. Là, aujourd'hui, on est dans une phase où il y a des gens qui sont inquiétés ou même emprisonnés pour des opinions. Donc, c'est quand même un peu curieux, hein, à ce niveau de développement, semble-t-il, de notre civilisation. Freud dit que le premier qui, à la place de lancer une pierre, a lancé une insulte, peut être considéré comme le fondateur de la civilisation. Donc on montre bien, là on voit bien plutôt qu'il y a une sorte de parallèle entre la fondation de la démocratie en Grèce antique et la possibilité de la parole, c'est-à-dire toutes les opinions pouvaient avoir lieu sur l'agora, et le mot de Freud, comme quoi, effectivement, la parole vient remplacer l'idéologie dans laquelle nous sommes. Le message idéologique qu'on voit, ça nous arrive par les canaux du gouvernement. C'est-à-dire le gouvernement dit, ça commence par des insultes et ça finit par des coups. Ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que c'est l'inverse qui est vrai. C'est-à-dire la parole vient après coup. C'est-à-dire que si nous suivons Freud, c'est-à-dire que c'est au départ qu'il y a l'impossibilité de parler et donc qu'il y a des coups, qu'il y a le jet de pierre, et c'est ensuite seulement, avec l'insulte, qu'on peut rentrer dans un process civilisé. Donc, on voit qu'on est là à rebours de la véritable position démocratique. La démocratie, justement, c'est la possibilité de dire. Or, nous sommes dans une sorte d'étouffoir, là, où jamais la psychanalyse n'a été plus précieuse qu'aujourd'hui, en tant que, pour Lacan, il la compare à un poumon artificiel, c'est-à-dire qui permet au sujet de respirer. L'analyse, c'est le poumon artificiel. Grâce à quoi on essaie d'assurer ce qu'il faut trouver de jouissance dans le parler pour que l'histoire continue. On ne s'en est pas encore aperçu, et c'est heureux. Parce que dans l'état d'insuffisance et de confusion où sont les analystes, le pouvoir politique aurait déjà mis la main dessus, aux analystes. Ce qui leur aurait ôté toute chance d'être ce qu'ils doivent être. Compensatoire. En fait, c'est un pari, c'est aussi un défi que j'ai soutenu. Je le laisse livrer aux plus extrêmes aléas. Nous sommes dans un étouffoir, et cet étouffoir est lié à la prégnance de ce discours dominant, qui nous empêche justement de pouvoir sortir de cette fausse opposition, comme on vient de le voir, entre le discours dominant et l'opposition au discours dominant, qui est forcément aussi du discours dominant, puisque la logique de la parole, c'est que si tu es contre moi, tu es avec moi. Donc la possibilité de sortir de cette impasse-là, c'est justement ce que propose la subversion psychanalytique. C'est-à-dire de ne pas être dans l'opposition, puisque se poser en s'opposant renforce la position de l'adversaire, mais la position subversive qui permet de renvoyer dos à dos les camps que l'on se sent obligé de prendre dans les oppositions en présence, qui sont des fausses oppositions, et qui se renforcent l'un l'autre et qui créent un étouffoir de plus en plus puissant qui nous empêche de parler et qui nous empêche de penser, tout simplement. Alors, il y a ça, bien sûr, cette
ce discours dominant qui, je le répète, même s'il est pris sous l'angle de son opposition, fait partie du discours dominant, hein, puisque l'opposition au discours dominant est aussi du discours dominant. Et là, alors, vraiment, c'est pour ça que j'interviens, en fait, hein, à la demande de certains, c'est qu'il semblerait, c'est une clause de style, hein, c'est évident, que la psychanalyse elle-même, en tout cas par l'intermédiaire de ses représentants les plus éminents, éminents étant à mettre entre guillemets, parce que je parle là des deux plus grandes écoles de psychanalyse au monde, par le nombre bien sûr, hein, pas par l'esprit, en fait sont totalement acquises au discours dominant. Alors ça c'est le plus subjugant quand même, parce que nous sommes en droit d'attendre de la part de la continuation de l'enseignement de Freud et de Lacan que la psychanalyse est justement nous offre la possibilité de sortir de ce jeu des fausses oppositions et de cette impasse pour le sujet. Le problème du discours dominant, c'est que la plupart des sujets ne peuvent pas s'en rendre compte. C'est-à-dire de la même manière que les poissons ne se rendent pas compte et ne connaissent pas l'eau dans laquelle ils baignent, les sujets du discours capitaliste ne connaissent pas le discours dans lequel ils baignent. Ils ne savent pas qu'ils sont pris dans un discours et qu'ils sont parlés plus qu'ils ne parlent. Parce que justement, ça, c'est la notion de structure dans le discours, enfin pas dans le discours, dans le langage tout court. Hein. Le langage peut être abordé selon deux axes. La fonction, qui est une fonction pour le sujet de se représenter le réel avec lequel il a affaire, donc il se le représente par des représentants et de représentations et de représentants de la représentation, et puis la structure, c'est ce qui le gouverne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin, quand il y a structure, qu'il y ait de consensus ou qu'il y ait d'acceptation pour que la structure fonctionne. C'est ce que s'escrime à expliquer Lacan, qui n'est absolument pas entendu pour le coup. Structure est le mot dont s'indique l'entrée en jeu de l'effet du langage. À partir de ceci, que c'est pétition de principe que d'en faire une fonction individuelle ou collective, soit qui serait l'attribut d'un supposé dans l'existence qui, quel qu'il soit, moi ou organisme adapté de connaissance, implique le quelqu'un dont je parlais tout à l'heure. Fonction par où donc quelqu'un se représente, les relations qui font le réel. Ce dernier terme étant posé d'une catégorie lacanienne. C'est au contraire de la présence déjà dans la réalité, laquelle n'est pas catégorie, mais donnée, de la présence, non des relations au premier plan, mais des formules de la relation qui prennent corps dans le langage que nous partons pour en suivre l'effet, qui est proprement la structure. C'est ainsi qu'un discours peut dominer la réalité sans supposer consensus de quiconque, car c'est lui qui détermine la différence à faire barrière entre sujet des énoncés, au pluriel, et sujet de leur énonciation, au singulier. Rien de plus exempt d'idéalisme que ce que je dis là. Je viens d'écouter l'intervention du nouveau président, enfin je ne sais pas s'il est nouveau, mais je n'avais jamais entendu son nom jusqu'à maintenant, un certain Gilles Carroz, président de l'ECF,
il paraît que l'ECF a prochainement un congrès sur les femmes en psychanalyse, et donc il fait une déclaration qui est ahurissante, c'est-à-dire un tissu de conneries qu'on a du mal à attribuer à un psychanalyste. C'est quand même aberrant. Alors je vais vous lire texto ce que c'est, puisque je ne veux pas que vous me croyiez sur parole. Enfin, nos invités ne sont jamais n'importe qui. C'est évident. Gil Carroz. Alors, des conneries de la part de psychanalystes, on en entend beaucoup. Hein. Mais là, j'avoue que là, on arrive à quand même des sommets d'incompréhension radicale du processus analytique, et ça se présente comme psychanalyse. Donc c'est ça le pire. Hein. Alors, moi je suis Gil Carroz, je suis président de l'école de la cause freudienne et je suis chargé de la direction de ces journées avec Omaïra. Lui, qui est le président, Gil Carroz, il dit ça. MeToo, féminicide, violence conjugale, tout le monde aujourd'hui, tous nos analysants, hommes ou femmes, sont concernés par ces questions-là, même parce que ça soit qu'ils sont acteurs de la violence conjugale, bourreaux ou victimes, soit parce qu'ils en entendent parler et ça les frappe. MeToo, féminicide, violence conjugale. Tout le monde aujourd'hui est concerné par tous nos analysants, hommes ou femmes d'ailleurs, sont concernés par ces questions-là, même que ça soit parce qu'ils sont acteurs de la violence conjugale, bourreaux ou victimes, soit parce qu'ils en entendent parler, et ça les frappe. Alors là, c'est curieux quand même, c'est-à-dire que en fait, lui, il se place dans la position où le sujet ne parle pas de son impossibilité purement existentielle de se retrouver dans les signifiants mondains. Hein. C'est pour lui, ils sont là en commentateur de l'actualité. Donc ça veut dire que lui, c'est un grand autre, là. D'ailleurs, vous allez voir, la psychanalyse ne peut pas rester à l'extérieur. Parce que la psychanalyse, elle est à l'intérieur ou à l'extérieur. On rêve, quoi. Hein. Les psychanalystes, on ne condamne pas, nous. On ne se met pas dans une position de condamnation, mais une position d'accompagnement. Première nouvelle. Alors, on est des accompagnateurs maintenant. Hein. C'est-à-dire que ce sont les effets du malaise dans la civilisation d'aujourd'hui, de la culture d'aujourd'hui. La culture va vers ça. Alors, quand on se souvient quand même que déjà Freud dit que la psychanalyse n'est pas une Weltanschauung, Lacan dit que ce n'est absolument pas une Weltanschauung, mais en plus, le marxisme non plus n'est pas une Weltanschauung, quand il est correctement compris. Parce que le statut du prolétaire, on en reparlera, mais ce n'est pas du tout ce qu'on croit, puisque ce n'est pas une classe constituée, les prolétaires. Bon, enfin. Alors, je continue quand même. La psychanalyse accompagne le monde tel qu'il est. Enfin, vous êtes des géos, quoi, c'est-à-dire des gentils organisateurs, et vous accompagnez le monde tel qu'il est. On n'a pas l'idée qu'on peut faire tourner la roue de l'histoire en arrière. Non mais franchement, un tissu de conneries comme ça, émanant d'un psychanalyste qui est président de la plus grande école de psychanalyse par le nombre, et personne ne dit rien. Alors, c'est pas tout, il y a un petit florilège, ça c'est l'introduction. Alors, Freud est resté sur cette question de l'anatomie, il est resté à ce niveau-là. Bon, Freud, il est resté à ce niveau-là, quoi. Tandis qu'eux, ils sont beaucoup plus évolués, bien sûr. Il a cogné au fait qu'il ne voyait pas comment aller au-delà de l'anatomie. Bah oui, c'est sûr, en même temps, c'est que Freud. Il ne voyait pas comment aller au-delà de l'anatomie. Il disait l'anatomie, c'est le destin. Lacan, il conteste ça. C'est lui qui dit. Freud est resté, sur cette question-là de l'anatomie, il est resté à ce niveau-là. Il a cogné au fait que, puisqu'il ne voyait pas comment aller au-delà de l'anatomie. Il disait l'anatomie, c'est le destin. Ouais. Oui. Lacan, il conteste ça. Mais non. Bien sûr que non. Lacan, dans un premier temps, il va entendre ça et il va dire, attention, ce qu'il faut entendre là, c'est l'anatomie au sens anatomie, c'est-à-dire, c'est juste le mot de Freud, mais il faut l'entendre avec une oreille, c'est-à-dire que ça veut dire que c'est le signifiant qui découpe le corps.
Et donc c'est l'étymologie même d'anatomie. Et c'est effectivement totalement conforme à la psychanalyse, que ce soit l'anatomie, c'est le destin, puisque c'est le signifiant qui va créer notre destin, et le signifiant découpe le corps. Freud nous dit, l'anatomie, c'est le destin. Vous le savez, j'ai pu, à certains moments, m'élever contre cette formule, tout ce qu'elle peut avoir d'incomplet. Elle devient vraie, vous le voyez, si nous donnons au terme anatomie son sens strict et, si je puis dire, étymologique, celui qui met en valeur anatomie, la fonction de la coupure, ce par quoi tout ce que nous connaissons de l'anatomie est lié à la dissection, pour autant qu'est concevable ce morcellement, cette coupure du corps propre, et qu'il a des lieux, des moments élus de fonctionnement, c'est pour autant que le destin, c'est-à-dire le rapport de l'homme à cette fonction qui s'appelle le désir, prend toute son animation. Alors là, on rentre dans le délire total. Bon, on était déjà dans le délire, mais là, ce monsieur-là dit « Je ne suis pas un grand connaisseur de la théorie du genre, mais je pense que la théorie du genre pousse les choses très loin du côté du langage. » Je ne suis pas un grand connaisseur de théorie du genre, mais je pense que la théorie du genre pousse les choses très loin du côté du langage, c'est-à-dire que C'est ça. que tout peut se déterminer par le langage. Tout peut essayer de se dire. Oui. On voit que ça rate d'ailleurs. Voilà. Il pousse les choses très loin, mais pas du tout du côté du langage, c'est-à-dire du côté du discours capitaliste, puisque ça vient nourrir les fausses oppositions du discours capitaliste, et surtout c'est faux intégralement de A à Z, puisque c'est quand même la base de la psychanalyse, c'est de montrer que justement la sexuation, c'est pas la sexualisation, et que le sujet n'est pas un sujet a priori qui va ensuite choisir son sexe ou quoi, c'est sa sexuation même qui le fait sujet. C'est-à-dire sans sexuation, il n'y a pas de sujet. Donc sexuation, ça veut dire coupure, ça veut dire que nous sommes soumis à la castration. Et lui, il va chercher du côté du genre, ben oui, c'est le discours dominant. Donc ça veut dire que la soi-disant psychanalyse, là, est totalement dans le discours dominant. Alors, je continue. C'est vrai que finalement se produit ce qui se produit aujourd'hui où chacun peut choisir une identification très particulière qui sera seulement pour lui. Oui. Qui sera seulement pour lui. Enfin, Lacan, il a fait au moins 2 séminaires sur l'identification. Et Freud, c'est la base de son travail, de montrer pourquoi ça ne marche pas, ces jouissances-là. Et lui, alors attendez, ça, il faut pouvoir parler pour faire ça. Ça, il faut pouvoir parler pour faire ça. Oui. Il faut le signifiant, il faut bricoler on bricole ça avec le langage. Il faut le signifiant, il faut bricoler. Non, mais on rêve, quoi. Il bricole le signifiant. Alors ça veut dire qu'effectivement, il est dans le discours capitaliste. Puisque le discours capitaliste, c'est s'imaginer que le sujet, c'est l'inversion de la flèche, il va pouvoir bricoler le signifiant. Alors que c'est la reconnaissance d'être signifié en tant que sujet par le signifiant qui rend la possibilité d'une liberté. C'est-à-dire que c'est une acceptation, c'est quelque chose justement à l'inverse de ça. On bricole ça avec le langage. Moi, je veux être un homme avec un utérus, ça, il faut le langage. Un chien ne peut pas dire ça. Ben, con, oui, apparemment. Il ne peut pas aller chez le médecin pour dire ça. Il ne peut même pas avoir l'idée, c'est un aboutissement. C'est un aboutissement. Tout ce qu'on voit se produire, d'une certaine façon, c'est un aboutissement à quelque chose qui est le sommet de l'humain. Le sommet de l'humain qui parle, et en même temps, en psychanalyse, on reste quand même attaché au corps et au réel. Non, mais un tissu de conneries comme ça, on a l'habitude, hein, quand même. D'ailleurs, c'est pas la première fois, parce qu'il y a tout un passage de la radiophonie où Lacan est hilarant quand il raconte la manière dont les psychanalystes, pour se faire auteur, il dit jusqu'à où va l'infatuation universitaire, jusqu'à prendre des bouts de ce qu'il dit et les assembler dans un ordre différent, dans l'idée de s'en faire un auteur. Et donc, je vais vous passer le passage d'ailleurs, parce que on va écouter ce passage, c'est très drôle. L'université n'a pas dit son dernier mot.
Elle va de ça faire sujet de thèse, influence sur le génie de Raymond de Saussure du génie de Freud, démontrer d'où vient au premier le vent du second, avant qu'existât la radio. Se faire comme si elle ne s'en était pas passée de toujours, pour assourdir autant. Et pourquoi Saussure se serait-il rendu compte, pour emprunter les termes de votre citation, mieux que Freud lui-même, de ce que Freud anticipait, notamment la métaphore et la métonymie lacanienne, lieu où Saussure génuite Jacobson. Si Saussure ne sort pas les anagrammes qu'il déchiffre dans la poésie saturnienne, c'est qu'il en sait la portée vraie. La canaillerie ne le rend pas bête. C'est parce qu'il n'est pas analyste. Dans cette position, celle d'analyste, par contre, les mauvais procédés dont s'habille l'infatuation universitaire ne vous ratent pas le rhum. Il y a là comme un espoir. C'est pas pour qui. Et le jette droit dans une bourde comme de dire que l'inconscient est la condition du langage. Quand il s'agit de se faire auteur, aux dépens de ce que j'ai dit, voire seriner aux intéressés, à savoir que le langage est la condition de l'inconscient. Je ris encore du procédé devenu là stéréotype au point que deux autres, mais pour l'usage interne d'une société que sa bâtardise universitaire a tuée, ont osé définir le passage à l'acte et l'acting out très exactement des termes que je leur avais proposés pour les opposer l'un à l'autre, mais simplement à inverser ce que j'attribuais à chacun. Façon, pensait-il, de s'approprier ce que personne n'avait su en articuler avant. Si je défaillais maintenant, je ne laisserais d'œuvre que ces rebuts choisis de mon enseignement dont j'ai fait buter à l'information dont c'est tout dire qu'elle le diffuse. Alors ensuite, je vous passe, parce que Freud, à un moment, il a bâti cette doctrine sur le principe de plaisir, il y a un au-delà du principe de plaisir. Enfin, il ne comprend rien, ni au principe de plaisir, ni à la pulsion de mort, ni rien. Et il finit quand même avec une connerie, mais alors ça c'est, voilà. Il en arrive à dire que... À l'aide de la poésie, on peut essayer par des mi-dire. Oui. Il y a toutes sortes de maniements du langage qui font en sorte qu'on puisse quand même s'approcher à la chose la plus singulière, à la jouissance comme telle. Le mi-dire, c'est une pratique du langage. Donc vous vous rendez compte quand même que la psychanalyse, après un siècle d'existence, après le travail titanesque fourni par Freud pour extraire la possibilité de notre liberté du jeu des signifiants, le travail de plus de 30 ans d'enseignement lacanien, où il est allé jusqu'au bout pour nous transmettre quelque chose qui est de l'ordre de notre possibilité en tant que sujet, eh bien aujourd'hui, on en arrive à un degré de quasi-débilité, pas par un psychanalyste lambda, parce que c'est terrifiant ce qu'on peut entendre comme connerie, mais là, c'est le président en exercice de l'école de la cause freudienne. Donc là, il y a quand même quelque chose à revoir, donc sur les bases même de la psychanalyse. Parallèlement à ce futur congrès féministe de l'ECF, comme si la psychanalyse, ça devait souscrire au féminisme contemporain qui est juste une branche du discours capitaliste, eh bien, il y a un autre... il est sorti un film il y a peu de temps qui s'appelle Joker, qui est un blockbuster américain, et les psychanalystes millériens, parce que tout ça, quand même, vient du fait que ces gens-là ne lisent plus ni Freud ni Lacan, mais ils écoutent Miller. Hein. Et donc, les psychanalystes millériens, le cercle des psychanalystes millériens a pondu quelque chose d'extraordinaire, comme quoi le Joker, donc, était une figure de saint
voire de saint homme. Alors là, c'est vraiment ne rien connaître aux bases, aux fondements de l'éthique psychanalytique. C'est là où quand même, on peut en rire, mais c'est quand même un peu inquiétant. Hein. C'est-à-dire que peut-être que le film Idiocratie, vraiment là, trouve son aboutissement, enfin son développement. C'est-à-dire que l'idiotie, d'ailleurs, bon, enfin, je ne vais pas dire trop de trucs désobligeants, mais là, à ce niveau-là, c'est pas possible. Alors dans le Joker, ce qui est provoqué, c'est un peu un symptôme aussi. Hein, c'est la tarantinoisation du cinéma. C'est-à-dire que dans les traités d'éthique cinématographique, qui sont des traités artistiques comme celui d'Imamura, il est bien recommandé de ne pas faire jouir le spectateur. Or là, en fait, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que tout est basé pour provoquer une identification du spectateur et à partir de cette identification, le faire jouir par procuration. Donc exactement comme dans Tarantino, les gens les plus lâches, les plus fourbes, les plus ladres vont rire bruyamment à quelqu'un qui va éclater la tête d'un autre contre le rebord d'une table. Eh bien, de la même manière, là, vous allez avoir, pour le Joker, des tas de gens qui vont s'identifier et qui vont jouir de ces exactions, du meurtre, des meurtres qu'il va commettre, etc. Et ça, c'est justement le contraire du saint même, de la psychanalyse. Le psychanalyste, c'est celui dont Lacan dit qu'il est voué à devenir un saint, dans l'acception de Mencius et de Balthazar Gracian. Ce qui veut dire se mettre hors de la justice distributive. Or là, nous ne sommes que dans la justice distributive, puisque vous avez les riches d'un côté, les pauvres de l'autre, les méchants d'un côté, les bons de l'autre, etc. C'est-à-dire que tout est faux exactement comme on l'a vu au tout début avec la fausse opposition entre la République en marche et la France insoumise. C'est la même aliénation. People are starting to notice. Ça, c'est la manipulation et la perversion qui fait que ce n'est absolument pas un film subversif, ça vient renforcer les oppositions en présence. C'est-à-dire que les oppositions en présence sont de fausses oppositions. C'est-à-dire que les oppositions se confortent l'une l'autre pour établir une forme de stabilisation des conflits et une jouissance ruineuse attachée à ceux qui s'identifient à ces conflits. Parce qu'il n'y a pas de possibilité de libération du sujet, c'est-à-dire d'acheminement vers sa parole, là. C'est-à-dire la parole qui désaliène, la parole qui lui permet de sortir d'un imaginaire, d'un fantasme identificatoire de départ. Et là, ça vient au contraire conforter ces identifications et ça vient bloquer le système. Donc effectivement, c'est une perversion de la parole. Pour nous, psychanalystes, que le sujet ne soit pas celui qui sache ce qu'il dit quand bel et bien se dit quelque chose par la bouche où on le loge, certes, mais aussi dans les balourdises d'une conduite qu'on met à son compte, dans la cervelle dont il ne cède qu'à ce qu'elle dorme, cet ordine s'avérant de tenir sa portée subjective qu'il règle le sommeil. Voilà ce que Freud dévoile dans l'inconscient. Car mon passage en ce monde au nom de Lacan aura consisté à articuler que c'est ça et que ce n'est rien d'autre. N'importe qui peut s'en assurer maintenant, rien qu'à le lire. N'importe qui opère selon ses règles à psychanalyser doit s'y tenir, sauf à le payer le soir dans la bêtise. La structure, c'est ce à partir de quoi se met en place pour le sujet l'effet du langage. Donc vous imaginez que quand nous venons au monde, nous sommes immédiatement pris dans un bain de langage. Mais nous ne pouvons pas le comprendre comme nous le comprenons aujourd'hui. Nous savons que notre sujet est appelé, puisque nous sommes déjà nommés. C'est-à-dire on nous a donné un nom, on nous a donné un prénom, et donc nous faisons partie déjà de chaînes signifiantes, puisqu'on parle de nous. Et donc à partir de là, notre sujet appartient déjà au langage. Mais pour nous, la manière dont le signifiant
émerge du réel et nous accroche. Là, je vous renvoie à la lettre 52 de Freud à Fliss, c'est-à-dire les 3 moments à partir desquels s'inscrit la possibilité du signifiant pour le sujet. Parce que sans signifiant, il n'y a pas de sujet. Et le signifiant, justement, c'est la castration. Parce qu'en psychanalyse, quand on dit la castration symbolique, ça ne veut pas dire que c'est la castration qui est symbolique. Ça veut dire que le symbolique, le fait d'être happé et pris par le langage, c'est ce qui constitue la véritable castration. Nous ne sommes rien d'autre qu'appartenant à ce langage-là, au langage lui-même. C'est-à-dire notre désir ne va pouvoir émerger que à partir des signifiants que nous sommes capables de reprendre pour nous et d'énoncer. Donc, nous n'avons pas d'autres possibilités que celle qui a déjà été annoncée par un penseur qui n'a pas le vent en poupe, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque, évidemment, Heidegger, aujourd'hui, on ne peut plus en parler. C'est vraiment, tout est à rejeter de Heidegger. Mais le titre de Heidegger est très bien, en tout cas. Ça s'appelle « Acheminement vers la parole ». C'est-à-dire, nous sommes des sujets en acheminement vers la parole. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que nous n'avons pas d'autre liberté et il n'y a pas d'autre possibilité de civiliser notre jouissance, qui est une jouissance ruineuse parce qu'elle est prise dans les raies de discours qui sont là avant nous et qui nous échappent. Et donc il n'y a pas d'autre possibilité de faire un travail sur le langage et sur le discours. C'est pour ça que la psychanalyse est une clinique du discours et un discours, et que la psychanalyse authentique, c'est-à-dire la psychanalyse, ne s'ordonne que du discours qui la conditionne, c'est-à-dire du discours de l'analyste. Alors je ne vais pas vous refaire à chaque fois toute la démonstration de comment les discours se mettent en place et comment même le discours du maître est le premier discours, parce que le premier discours, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu un discours zéro. C'est la thèse de Lacan et à laquelle je souscris volontiers, c'est-à-dire qu'au départ, il y a le discours hystérique. Enfin, je suis absolument sûr de ça, mais comme à partir de ce discours-là, rien ne peut se structurer, il faut le discours du maître. Et donc la mort du père, comme le montre Freud dans Totem et Tabou et dans Moïse et le monothéisme, il aura fallu qu'il y ait la mort du père pour que puisse petit à petit se déployer la possibilité humaine de se confronter à la structure des discours qui chaque fois nous conditionnent, jusqu'à l'avènement du discours de l'analyste qui arrive au XXe siècle et qui n'invalide pas les autres discours, mais qui permet de statuer dessus et de voir à travers la pratique analytique la manière dont le sujet est surdéterminé par sa jouissance dans des discours. Le discours universitaire qui domine aujourd'hui est, selon Lacan, il dit textuellement ça dans Radiophonie, c'est le discours du maître teinté d'obscurantisme. Donc l'obscurantisme, où se situe-t-il ? Il se situe bien sûr sous la barre à gauche, c'est-à-dire au lieu de la vérité. Puisque le signifiant maître est là, et c'est celui dont le discours universitaire fait recel. Il est inaccessible, impossible à atteindre, et donc c'est ce qui fait que le discours universitaire domine intégralement le monde dans lequel on vit. Et donc vient, en tant que discours universitaire, nourrir les possibilités de ce délire qu'est le discours capitaliste. Le délire étant à s'entendre comme le fait de ne pas pouvoir lire, la déliaison aussi, de délier, parce qu'à partir de là, il n'y a plus de lien social, et puis surtout, il n'y a plus de capacité, à partir du moment où l'on s'imagine soi-même, comme dans les gender studies justement, qui selon le président de l'ECF vont très loin dans le langage, c'est drôle, le discours capitaliste, justement, c'est celui qui permet de s'imaginer pouvoir imposer
sa propre loi en tant que sujet au signifiant. C'est-à-dire, au lieu d'être soumis et déterminé par le signifiant comme nous le sommes réellement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire autrement, c'est notre butée, c'est notre limite. Nous arrivons et nous sommes immédiatement pris en charge par un signifiant qui nous signifie, qui signifie notre sujet, même pas pour un autre sujet, mais pour un autre signifiant. Donc nous sommes pris dans une chaîne et nous sommes déterminés par le signifiant. Et donc le travail psychanalytique consiste à, dans cette clinique du discours qu'est la psychanalyse, à faire pour soi, en soi et pour soi, le travail de désaliénation vis-à-vis des signifiants. Et donc il s'agit d'éliminer un certain nombre de signifiants et de se retrouver, de s'y retrouver dans la structure. Donc une analyse ne peut être terminée qu'après que le sujet ait fait au moins 2 fois le tour des 4 discours, c'est-à-dire une fois dans le sens l'évogire et une fois dans le sens d'extrogire, parce qu'il s'agit de comprendre l'aller-retour qu'il convient de faire, d'avoir été à ce point pris dans une structure sans rien en savoir. Évidemment, ça n'a rien à voir avec le mirage pseudo-historique, soi-disant progressiste des gender studies et de ces pseudo-identités sexuelles. Ça n'a strictement rien à voir avec ça. La sexuation chez Lacan, ce n'est pas quelque chose qui concerne les organes génitaux, ça n'a rien à voir avec les organes génitaux tels qu'ils apparaissent, mais c'est un fait de structure, c'est-à-dire que c'est un rapport du sujet au signifiant, c'est là que ça se joue. Donc en obscurcissant le fait que c'est là que ça se joue, non seulement le CF n'est plus du tout dans la psychanalyse, mais est contre la psychanalyse, se met du côté opposé, c'est-à-dire du côté du discours universitaire, qui est le plus antagoniste au discours de l'analyste, où tout est possible, le discours capitaliste, où tout est possible, et donc, ce qui veut dire, rien n'est possible pour le sujet. Puisque tout est possible, rien n'est possible. Alors que le travail de l'analyse, justement, c'est un travail qui demande du discernement et cette capacité de ne pas être séduit par toutes les sirènes de cette pseudo-liberté, de tout ce qui se passe actuellement. Et donc être pris dans la structure, voilà ce que ça veut dire. C'est être pris dans le discours dominant, c'est ne pas se rendre compte que le sujet est toujours plus parlé qu'il ne parle. Et donc il est pris dans une structure, et il suffit de lire ou d'entendre les références où le d'où parle celui qui parle, pour s'apercevoir de quelle structure il parle. Donc c'est ça que permet la psychanalyse. La psychanalyse est un universel, mais la psychanalyse est un universel qui n'est pas pour tous. Il s'agit pour le sujet de faire la démarche de pouvoir se réconcilier avec son désir. Et le désir, c'est quelque chose qui passe par la parole. Donc si la parole est bouchée, s'il n'y a plus de possibilité, comme c'est le cas actuellement, de s'exprimer, et que il y a une espèce de pression telle du discours dominant que plus personne n'ose dire la vérité, nous sommes à l'opposé de la possibilité analytique. Et paradoxalement, là où la psychanalyse n'a jamais été aussi précieuse, puisque aujourd'hui la psychanalyse peut effectivement répondre de manière très logique et très rigoureuse de cette impasse qui est traversée par notre civilisation à ce moment-là. Alors je pense que je vais mettre des citations de Lacan, de Radiophonie, qui sont très explicites là-dessus. C'est-à-dire que le discours... Alors, il faut savoir que pour la psychanalyse, justement, le symbolique, c'est ce qui permet d'avoir une action sur le réel. Mais le symbolique, ce n'est pas de l'ordre de la signification, justement. Le symbolique, c'est le signifiant. Donc, il s'agit de rester dans le signifiant. Alors là, je vous renvoie au séminaire La Honte, puisque tout ce dont il est fait état là par tout le monde, ce sont des signes qui font signe à quelqu'un. Or, pour Lacan, c'est bien clair que dès qu'on est dans le signe, on a trahi le signifiant et on devrait mourir de honte à ce moment-là. Mais là, apparemment, ils n'ont pas honte. Ils publient des trucs partout. Ça passe sur tous les médias, etc. Alors que Lacan lui-même disait que, en fait, sa parole, il l'a refusée à l'information
dont c'est tout dire qu'elle la diffuse. Donc vous voyez un peu la différence qu'il y a entre une parole de Lacan et ce qui est aujourd'hui ceux qui se réclament de Lacan. En fait, se réclamer de Lacan et dire ce qui est dit à l'ECF, c'est exactement comme si vous réclamiez d'être bio et que vous arrosiez vos tomates de glyphosate en disant « mais moi je suis bio hein. ». Donc c'est exactement la même contradiction et le même délire. La propagande des gender studies, fer de lance du discours dominant, croit invalider Freud en prétendant dépasser, j'ouvre les guillemets, ses conceptions erronées de l'anatomie comme destin. La formule freudienne, l'anatomie c'est le destin, on nous raconte d'abord qu'il l'a empruntée à Napoléon, qui lui dit en vérité, si l'on regarde de près le texte, le destin des hommes c'est la géographie. Il revenait alors d'effets de Russie, mettant en cause l'effacement des coordonnées géographiques, le blanc manteau hivernal ayant, selon Napoléon lui-même, effacé tous les repères dont il disposait. Ce qui est aussi intéressant à noter, c'est que la formule « l'anatomie c'est le destin » se trouve dans le texte freudien précisément pour parler de la naissance « inter urinas et faeces », comme on disait poliment en latin, en le complétant du verbe « nascimur ». Que nous naissions entre fesses et urine, la référence freudienne au destin est là pour évoquer en premier lieu la proximité de l'excrémentiel et du sexuel, comme facteur immuable, précise Freud. Ainsi, lorsque Freud dit « l'anatomie c'est le destin », encore convient-il de l'entendre comme l'a fait Lacan, du point de vue du signifiant, étymologiquement, l'anatomie marquant déjà l'incidence de l'ordre symbolique, le langage, sur le corps, la façon dont le corps a toujours déjà été sectionné. Lorsque Lacan dit que l'homme a un corps et n'en a qu'un, l'accent devrait se porter davantage sur l'unicité, un, plutôt que sur la possession, avoir. Le corps est ce qui échappe le plus fondamentalement à l'homme. Il ne fait que clocher, de mille et une façons. L'homme ne possède ni ne contrôle son corps, comme il posséderait ou contrôlerait une automobile ou tout autre objet. Mais quel est donc ce corps dont on parle, si ce n'est le corps du symbolique lui-même? Le corps du symbolique, soit la structure du langage incorporé. C'est le seul corps qui vaille pour le par-l'être. Il lui décerne littéralement le corps au sens naïf, soit le corps imaginaire. Il n'existe pas de réalité pré-discursive. Le sujet ne peut donc pas s'étayer sur un corps originaire réel. Cette représentation n'est qu'une séduction de l'imaginaire. La première anatomie est donc signifiante, première découpe symbolique qui donne corps au corps. La psychose, dans son angoisse de morcellement, en atteste de façon négative. C'est dans l'impasse du corps symbolique à se signifier lui-même que se constitue pour le sujet le corps réel. Le ratage, c'est l'objet même. Le corps réel se constitue alors pour le sujet de l'impossible clôture du symbolique et de l'imaginaire. Ce corps a permis la cure analytique à l'analysant et non pas de se reconnaître dans l'entièreté de son corps, mais plutôt de s'identifier à un morceau de réel, au seul bout de savoir qui vaille pour le sujet, son symptôme, soit la façon particulière dont son corps désire et jouit.